Voilà. Alors, donc je vais commencer par me présenter un peu pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui me connaissent un peu déjà, mais donc moi je m'appelle Nicolas Moisan, je suis géobiologue et consultant en Vastu Shastra. Euh, et donc, en fait, moi j'étais enseignant en école primaire pendant plus de 15 ans et j'ai rencontré la géobiologie en fait au moment où j'ai commencé à me lancer dans un projet de construction avec ma femme. Et donc, en fait, je me suis d'abord formé pour moi. En fait, ma démarche a été comme ça. Et ça m'a passionné. Ça a été vraiment, pour moi, ce projet de maison, de construction de maison, ça a été vraiment un projet initiatique et qui m'a vraiment transformé. Et donc, j'ai continué après à me former. D'abord avec l'Institut Pierre-Thirault, pour ceux qui connaissent, donc à la fois en Aveyron et en Bretagne. Et puis, donc ça, c'était mon socle, on va dire, de formation en géobiologie. Et puis après, j'ai continué à me former auprès d'autres géobiologues, en particulier une personne que j'ai accompagnée pendant des interventions chez des gens pour acquérir un peu d'expérience. Donc voilà, j'ai exploré différentes approches. On verra qu'en géobiologie, il y a différentes façons de travailler. Et puis je continue aussi à me former en fait en Vastu Shastra, donc c'est un art sacré indien de l'habitat, qui est une très belle discipline. Et là c'est pareil, donc ça fait à peu près un an que je me forme à ça et j'accompagne dès que je peux en fait mon enseignante Vastu enfin, qui vit à moitié en France, à moitié en Inde et dès qu'elle fait une harmonisation en France, donc ça peut être un peu partout en France, là je vais avec elle et c'est pareil, je me forme sur le terrain. Voilà. Donc, depuis, en fait, moi, j'ai commencé donc pour moi, et puis j'ai commencé à intervenir un peu chez des proches, au début, chez des amis, chez de la famille. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des demandes un peu plus larges. Et puis, en fait, de fil en aiguille, eh ben, j'ai décidé d'en faire une activité à plein temps. Donc, en fait, j'ai quitté l'éducation nationale, donc il y a un peu plus d'un an. Avant ça, avant, je travaillais à côté de mon travail, on va dire. Je faisais ça à côté de mon travail. Et maintenant, c'est mon activité principale. Voilà. Et juste pour finir de me présenter, euh, je, donc moi je suis passionné par la nature, le monde subtil, la spiritualité, et en fait je donne des soins aussi énergétiques et surtout je pratique la méditation et suis des enseignements bouddhistes tibétains depuis un peu plus de 20 ans. Et je le partage parce qu'en fait ça fait partie aussi enfin ça influence énormément la façon dont j'approche l'harmonisation du lieu et la façon dont je travaille en géobiologie. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour me présenter rapidement. Alors l'idée là ce soir, c'est de vous parler un peu, enfin, qu'est-ce que c'est la géobiologie, vous parler un peu des différents phénomènes et des influences sur lesquelles on va travailler quand on travaille en géobiologie, et puis présenter un peu plus mon approche en particulier. Euh, Et puis de vous donner aussi quelques points à mettre en pratique assez rapidement chez vous. Voilà. Et puis il y aura un moment aussi de questions-réponses. Donc voilà. Donc si jamais vous avez déjà un peu des questions en tête, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Comme ça, je pourrai y répondre aussi à la fin de la conférence. Voilà. Alors, euh, donc juste pour partager un peu mon écran. Voilà, juste un peu. Euh, donc, Là, ça c'est le programme de ce soir. La géobiologie. Alors, je vais repartir je vais pas faire un exposé très exhaustif dessus, mais juste pour vous donner quand même un peu des repères, même si vous connaissez un petit peu. Géo, ça veut dire terre, biologie, c'est la vie. Et donc, quand on parle de géobiologie, on étudie les influences à la fois visibles et invisibles des lieux et des milieux sur le vivant. En fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien euh, chez soi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé, dans un lieu qu'on s'y ressource. Donc, c'est tout ça. Voilà. Donc, tous les phénomènes, en fait, c'est une discipline qui est assez large parce qu'elle s'intéresse à plein de phénomènes différents. On va être à la fois sur des phénomènes de géologie tellurique, donc, au niveau des énergies de la Terre, des phénomènes subtils, et puis tout ce qui est de l'ordre des pollutions artificielles, donc sur l'électricité, les ondes électromagnétiques. Voilà. Euh, et en fait, enfin, l'objectif de la géobiologie, ça va être de neutraliser, limiter ces influences, ces perturbations.
Pourquoi? Parce qu'elles ont un impact sur notre sommeil, sur notre santé physique, mentale et puis énergétique. Alors, c'est une discipline qui est assez récente, mais en fait, elle s'ancre vraiment dans des savoirs ancestraux. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis tout le temps, en fait, dans toutes les civilisations, on a cherché comment dire, à savoir où mettre les habitations, à savoir comment avoir des habitations qui soient en harmonie avec la nature, en harmonie avec les lieux. Et ça, on va le retrouver en fait dans plein de cultures différentes. Donc, c'est le Vastu Shastra justement en Inde, c'est le Feng Shui en Chine, mais c'est aussi dans les traditions en Europe, les anciens sourciers, les druides, etc. On peut remonter voilà, dans toutes les traditions en fait. Donc, c'est un souci en fait qui était déjà présent et des savoir-faire surtout qui étaient présents depuis très longtemps et qu'on a perdu depuis quelque temps surtout. Et en particulier depuis, j'allais dire, le XXe siècle et les années 60, on va dire que la façon dont les maisons sont construites, eh ben, elles sont plus forcément en harmonie avec ce savoir-faire. Il y a plus ce savoir-faire. Et ce qui fait il y a beaucoup de maisons qui sont vraiment plus saines aujourd'hui. Euh, voilà, en gros. On retrouve, par exemple, là, enfin, je pensais à ça, chez les Romains, par exemple, avant de, de construire une maison, bon, déjà c'était des temps qui étaient différents, mais avant de construire une maison, on mettait un troupeau de bovins ou de vins, et puis on observait. On observait leur comportement, les endroits où ils se plaçaient, les endroits qu'ils évitaient. Et à partir de ces observations, on allait, euh, on allait mettre les maisons à ces endroits-là. Donc il y a vraiment cet aspect d'observation, donc là c'est les animaux, mais des végétaux, de tout ce qui est de tout le vivant en général. Voilà. Alors, ce savoir-faire, il s'est perdu, et donc depuis les années 60 en particulier. Et au XXe siècle, justement, il y a des personnes qui ont voulu refaire vivre un peu ces savoir-faire et en même temps qui ont voulu amener une approche un peu plus scientifique, d'étudier de façon plus précise tous ces phénomènes euh, autour des énergies de la Terre, etc. Et donc la discipline moderne de la géobiologie, c'est vraiment la deuxième partie du XXe siècle, voilà, pour vous donner quelques repères. En Allemagne en particulier, en Europe. Et puis voilà, après, depuis ces dernières années, en fait, qui s'est beaucoup développé aussi. Pourquoi? Parce que on passe de plus en plus de temps dans nos maisons. En particulier depuis le Covid, l'habitat, c'est pas simplement un lieu où on dort, c'est aussi un endroit où on travaille, on passe du temps. Donc voilà, forcément, ce souci d'être bien chez soi, il est beaucoup plus important aujourd'hui peut-être qu'il y a 10 ans. Voilà, donc ça fait partie d'un phénomène aussi de société. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui font appel à un géologue aujourd'hui qu'il y a 10 ans peut-être. Voilà, ça, bon, je n'ai pas des chiffres, mais je sais que c'est en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se forment en géobiologie aussi. Euh, et c'est vrai que pour moi, prendre soin de sa maison, c'est quelque chose d'essentiel. Prendre soin du lieu qu'on habite, ça a vraiment un impact fort sur notre vie, donc pas simplement sur notre sommeil, évidemment, mais sur notre capacité à agir aussi dans la vie, à être bien en général. Mm. Alors, ça, c'était pour vous donner quelques éléments sur la géobiologie de façon assez rapide. Euh, donc, ce qu'on va voir là, on va voir les trois grandes catégories d'influence qu'on va étudier en géobiologie. Alors, en général, sur le constat, les différentes approches, allez, dans le diagnostic, on va dire, dans les différentes approches de géobiologie, il va y avoir un consensus. Là où il y a vraiment des approches différentes, c'est sur la façon de travailler, d'harmoniser les lieux après. Il va y avoir des approches beaucoup plus, enfin, qui se disent scientifiques, qui vont être vraiment sur la partie électromagnétique ou l'eau souterraine, des choses assez, voilà, sur cette partie-là. Et puis d'autres qui vont être plus des approches ésotériques, enfin, une façon de travailler plus avec énergétiquement, des choses comme ça. Donc, moi, je vous parlais de mon approche, mais juste pour vous donner une vue d'ensemble. C'est vrai, quand on dit géobiologie, il y a beaucoup de choses différentes. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas, entre l'école allemande et puis l'analytique, par exemple, c'est vraiment des mondes différents. Alors, donc, on va parler d'abord des pollutions artificielles. Donc, euh, alors, pourquoi? C'est quelque chose qui est plus récent, évidemment, parce que les maisons, il y a 50 ou il y a 100 ans, elles n'avaient pas ce type de pollution.
Et c'est des choses qui évoluent assez rapidement, en fait. Les technologies évoluent assez rapidement et notre exposition aussi. Euh, En fait, non, ce qu'il faut, alors peut-être en ligne, tu vas retrouver quelques points que tu as vus pendant la formation, mais voilà, ça sera des petits rappels. Euh, donc, en fait, évidemment, l'électricité, c'est un phénomène qui existe à l'état naturel. Euh, il y a de l'électricité sur Terre. En fait, enfin, la Terre a des champs électriques, des champs magnétiques. Nous-mêmes, on est des êtres électriques, on est des êtres magnétiques. Donc, quand il y a ces pollutions artificielles qui sont présentes, elles vont venir interagir avec notre corps, parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres électriques ou des êtres magnétiques. Euh, donc, enfin, ces champs électriques ou électromagnétiques, elles sont de plus en plus présents, de plus en plus puissants aussi, en particulier dans les villes, mais dans nos maisons en général. Voilà. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui deviennent aussi électrosensibles. C'est-à-dire qu'il alors, il y a différents degrés d'électrosensibilité, mais il y a de plus en plus de personnes qui, voilà, qui souffrent de ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment un handicap, hein. C'est des gens qui ne supportent plus la présence d'un téléphone, ça devient un handicap social et voilà, avec des pathologies assez grandes. Ça devient aussi officiellement reconnu. C'est-à-dire que depuis 2018, l'ANSES, donc l'Agence nationale de santé en France, reconnaît cette pathologie. Et même l'OMS a classé les ondes électromagnétiques comme étant possiblement cancérigènes. Alors évidemment, il y a des normes. Il y a des normes qui sont maintenant voilà, qu'il faut respecter, mais ces normes-là, elles sont dans la plupart du temps bien au-dessus de ce que le corps peut supporter pour être bien. Les normes qu'on a en France, c'est les normes de l'OMS, et en fait, elles sont 10 à 100 fois parfois plus élevées que dans certains pays. Voilà. En termes enfin, de ce qu'on accepte comme exposition de champs électriques, de champs magnétiques. Donc évidemment, dans les maisons, bah, ça peut être voilà, des sources de soucis. Euh, alors là, je vais vous donner quelques éléments là-dessus. Je ne vais pas pouvoir aller en détail puisqu'on a une heure. Évidemment, il y a d'autres choses à étudier. Mais pour vous donner pareil, quelques repères, dans moi, ce que je trouve le plus fréquemment quand j'interviens chez des gens, qui a vraiment un impact sur la santé, sur le sommeil, voilà, sur plein de choses. Euh, voilà, dans les catégories, il y a ce qu'on appelle les basses fréquences. Donc, ça va être tout ce qui est de l'ordre du courant domestique. On va voir les lignes haute tension. Donc, évidemment, si vous avez une ligne haute tension qui passe au-dessous de chez vous, ça a un impact. Voilà. Et ça fait que votre lieu n'est pas agréable à vivre et même dangereux. Donc, après, il y a des distances de sécurité par rapport à ces lignes de tension, par exemple. Donc, dans le courant électrique domestique, là, ce qui va nous intéresser principalement, c'est au niveau, par exemple, du lit, enfin, de la chambre et donc de la tête de lit. Ça va être tous les objets électriques qui sont branchés sous tension à proximité de notre tête pendant qu'on dort. Parce que le moment où on dort, le moment du sommeil, c'est un moment où on est particulièrement vulnérable en fait à ces pollutions-là. Parce qu'il y a des défenses naturelles qui sont moins, on est plus perméable tout simplement, ouais, qui sont moins présentes. Euh, donc, ce qu'on trouve souvent quand on va chez les gens, et je pense que vous regarderez chez vous, vous avez votre lit et de chaque côté, il y a souvent une table de chevet. Et sur cette table de chevet, on va retrouver une lampe qui est branchée, on va trouver des fois un réveil, on va trouver un chargeur de téléphone, voilà, tout un tas d'objets électriques. Et en fait, ces objets, à partir du moment où ils sont sous tension, ils vont émettre un champ électrique et un champ magnétique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on éloigne ces sources de pollution, même de 50 centimètres ou d'1 mètre, on limite énormément la pollution. Alors, l'idéal, évidemment, c'est pas brancher le téléphone pendant qu'on dort à côté, c'est de le mettre au bout de la pièce ou de le mettre ailleurs, parce que voilà, ça va émettre un champ électrique assez important. Donc voilà, on verra qu'il y a un sens pareil je vous donnerai une petite astuce tout à l'heure pour brancher les, disons, les câbles électriques qui ont que deux broches. C'est-à-dire qui n'ont pas de prise de terre. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. Enfin, disons les, euh, les prises par exemple, des lampes de chevet, hein, pour le dire simplement.
il y a un sens pour le mettre. Et en fonction de la façon dont on le met, eh ben, ça va émettre un champ électrique lorsque c'est éteint ou pas. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont très faciles à mettre en place, qu'on peut assez rapidement mettre en place. Ensuite, ouais, quand on intervient donc, chez les gens, enfin quand j'interviens chez les gens, d'abord sur cette partie-là, on a des outils, d'accord? On a des outils de mesure. Donc, c'est vraiment des choses qui sont objectivables, hein, pour le coup. Donc, on peut comparer avec les normes légales, avec les normes de précaution, celles qu'on va recommander, on va dire, pour être dans un habitat sain au niveau de l'hygiène électrique. Et puis, donc, on va observer donc, là, au niveau des champs électriques, magnétiques, pour tout ce qui est basse fréquence. On va parler des prises de terre aussi. La prise de terre, c'est un des éléments importants. Si elle n'est pas bonne ou s'il n'y en a pas, eh ben, l'hygiène électrique d'ensemble va être moins bonne. Donc ça, c'est un type de pollution. Et puis, il y a toutes les pollutions qui sont liées aux hyperfréquences. Alors, les hyperfréquences, c'est toutes les technologies sans fil. Et ça fait partie des choses qui se sont énormément développées ces 10-15 dernières années. Donc évidemment, il y a la téléphonie, les antennes relais 4G, 5G, la Wi-Fi, tout ce qui est objet enfin, la domotique, les maisons intelligentes, etc. Les antennes relais, alors c'est un souci important, évidemment. Quand on me l'a appris la première fois, on m'a dit, en gros, si on est dans un périmètre enfin, de moins de 500 mètres, c'est problématique. Au-delà de 500 mètres, l'impact est moins important. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où toutes les antennes n'émettent pas avec la même puissance. Et puis, en fonction de la hauteur des antennes, en fonction des obstacles qu'il y a entre les antennes et les maisons, bon, il peut y avoir des grosses différences. Donc, en général, moi, quand j'interviens, d'abord, il y a des cartes spécialisées qui permettent de voir si vous avez des antennes autour de chez vous. Alors, quand vous êtes en centre-ville, vous êtes sûr qu'il y a des antennes autour de chez vous dans un périmètre restreint parce que l'émaillage est de plus en plus important. Mais donc, la première chose, c'est de regarder ça au niveau des cartes sur plan. Et puis après, on prend des mesures sur place, hein, pour vérifier un peu les valeurs de ces pollutions-là. Alors, on pourrait en parler longtemps, hein, mais voilà, c'est important. Mais dans les maisons, souvent, ce qui va être la source principale de pollution, ça va être la Wi-Fi. Des fois, beaucoup plus fort que l'antenne de relais qui va être à quelques centaines de mètres. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, le Wi-Fi va fonctionner comme une antenne relais, mais à l'intérieur de la maison. Alors, pas avec la même puissance, hein, mais vu qu'on est plus proche, ça va avoir un impact assez important. Moi, ce que je recommande pour la Wi-Fi, bah, si on ne peut pas s'en passer et qu'on ne peut pas marcher en filaire, en ce qu'on appelle le RJ45, hein, avec des fils, des fils qui sont reliés à la box, bah, c'est au moins de couper la Wi-Fi la nuit. Parce qu'encore une fois, c'est là où on est le plus vulnérable. Euh, alors après, il y a toute la domotique, les objets connectés, les montres intelligentes, tout ça. Bon, évidemment, quand vous avez une montre avec une carte SIM sur le poignet, c'est comme si vous avez un téléphone en permanence sur votre corps. Donc ça, c'est évidemment des choses à éviter. Euh, alors, pour chacune des pollutions, il y a différentes façons de travailler avec ça. Il y a des fois, c'est juste, comme je vous disais, d'éloigner les sources de pollution. Ça peut être de couper la Wi-Fi, ça peut être des choses comme ça. Et puis des fois, il y a des dispositifs un peu plus importants qu'on peut mettre en place. Euh, voilà. Alors, quand on est sur un projet de construction, on peut aussi anticiper ces pollutions en mettant par exemple des gaines blindées, voilà, plein de. Voilà, dans la façon de la construire, il y a des matériaux qui permettent de limiter cette pollution. Et puis il y a des fois, c'est compliqué de se protéger, en particulier, comme je vous disais, si vous avez une ligne haute tension qui passe au-dessus de chez vous, évidemment, là, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu compliqué. Ensuite, il y a le compteur Linky. Je vais en parler quand même 2 minutes parce que c'est aussi une des sources de pollution les plus importantes pour moi dans les maisons. Alors, quand on parle du compteur Linky, on a souvent cette image que c'est le compteur, autour du compteur, qui a une pollution. C'est vrai, mais c'est pas, c'est presque anodin, j'allais dire, par rapport au fait que ça soit, en fait, le compteur Linky, c'est un transformateur. C'est-à-dire qu'il va rajouter sur votre courant électrique domestique, donc dans tout le réseau électrique qui passe chez vous, toutes les gaines, etc. Il va rajouter une onde pulsée, donc c'est la partie intelligente en fait du compteur. C'est ce qu'on appelle le CPL. Et cette onde pulsée, en fait, c'est alors
Cette onde pulsée, c'est vraiment quelque chose qui est agressif parce que c'est une fréquence qui est irrégulière. Si on l'observe à partir d'appareils de mesure, ça va faire des pics, en fait. Et notre corps, il est capable de s'adapter à ces fréquences-là. Mais si c'est irrégulier, si c'est voilà, quelque chose qui est avec des pics comme ça, il va avoir beaucoup plus de mal. Donc là aussi, on est plus vulnérable à ce type de pollution. Et donc encore une fois, la pollution, c'est pas simplement au niveau du compteur, c'est-à-dire que tout le réseau électrique est pollué. Et c'est ce qu'on appelle l'électricité sale, en fait. Il y a quelques années, ce type d'électricité, c'était interdit de le rejeter par les industriels. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est chez nous. Donc, heureusement, il y a des façons de travailler avec ça. Il y a alors, il y a des filtres qu'on peut mettre au niveau des compteurs. Donc là, soit avec enfin, c'est un électricien si c'est au niveau du compteur. En tant que géobiologue, moi, je n'interviens pas sur le compteur, je ne touche pas au compteur. Par contre, il y a différents types de filtres. Voilà. On peut se mettre sur les prises aussi. Il y a différentes choses qui sont possibles. Bon, il y a différentes façons de travailler avec ça, mais voilà. Euh, Ensuite, dans les pollutions artificielles, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a aussi tout ce qui est la qualité de l'air. Avec en fonction des matériaux qu'on utilise, en fonction des produits qu'on utilise, donc au ménager, de bricolage, etc. euh, Ça peut être des sources de pollution importantes dans les maisons. Donc là aussi, bon, une bonne ventilation, c'est important. Voilà. Des maisons qui ne sont pas ventilées et qui vont avoir ce type de pollution, bah, ça peut avoir un impact assez important. Donc ça, on peut aussi le regarder en géobiologie. Ça va pour les, pour les pollutions artificielles. Donc pour vous donner quelques lignes, mettez-moi un pouce ou quelque chose pour dire que tout va bien. Vous êtes encore avec moi. Ok, 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 super. Euh, alors, donc ça, c'est les pollutions artificielles. Alors, ensuite, on arrive sur alors, plutôt de la géobiologie naturelle, donc tout ce qui va être des phénomènes géologiques, donc le sol, et telluriques, c'est les énergies de la Terre. Donc là, on change un peu de registre, hein. On passe sur quelque chose de enfin, plus subtil. On va voir petit à petit, on va affiner tout ça. Mais voilà, ça, c'est des phénomènes qui sont quand même aussi importants et voilà, un peu le cœur de la géobiologie classique, on va dire. C'est donc tous les phénomènes géologiques, ça va être les failles sèches, humides, l'eau souterraine, la nature du sol, les cavités qu'on va retrouver sous les maisons. Et tout ça, ça a un impact assez important sur les maisons. Donc, alors, ce qu'on trouve régulièrement, c'est les passages d'eau, alors plus ou moins forts, plus ou moins profonds, qui vont avoir un impact plus ou moins grand sur les maisons. Mais c'est un impact important. Alors, un passage d'eau sous une maison, ça va amener une énergie un peu lourde. Si c'est au niveau de quelque chose d'un peu statique, là, et si c'est en dessous de votre lit, c'est souvent ça donne des problèmes de sommeil. Euh, alors souvent, on a un sommeil qui est pas reposant, c'est-à-dire on va dormir, mais quand on va se réveiller, on va être fatigué. Ça fatigue, c'est quelque chose qui draine énormément, qui fatigue. Alors, ça, en fait, c'est le passage, hein, c'est la circulation d'eau qui va avoir un impact ici. Mais des eaux stagnantes, ça peut aussi avoir d'autres types d'impacts. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Les failles, c'est des phénomènes assez forts aussi. Par exemple, il y a eu des études qui ont été faites sur toutes les maisons qui étaient sur comment dire, où vivaient sur les anciennes mines, voilà, les mines de charbon, etc. Et on les appelait des maisons à cancer parce que c'était des endroits, donc en fait, c'est des choses, enfin, des rayons en fait nocifs hein, qui sortent de ces failles-là et, et qui vont avoir un impact important et au niveau de la santé. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder quand on travaille en géobiologie, hein, les failles. Donc, soit sèche, humide, bon, ça a des impacts différents. Mais c'est des phénomènes assez forts, les failles. Après, comment on travaille avec ça? Donc, c'est là où il y a plein de façons de travailler différentes. Mais bon, déjà, comment on les détecte? On va travailler dessus en radiesthésie, c'est-à-dire avec avec des baguettes de sourcier, là, des baguettes coudées. Chacun a un peu ses objets préférés de radiesthésie, donc des pendules,
il y a des baguettes, des antennes de l'échelle, par exemple, voilà, différents outils. Ou tout simplement avec le clair ressenti, c'est-à-dire avec notre corps subtil. Ça, il y a aussi des méthodes, des techniques qui permettent de travailler directement avec notre corps. Parce qu'en fait, tous les outils qu'on va utiliser, ce sont comme des antennes qui, un peu, sont des extensions de notre corps et qui vont nous permettre de, voilà, de nous rassurer sur nos ressentis. Mais en fait, plus on travaille, enfin, moi, plus je travaille en géobiologie, plus en plus, bon, quand je passe sur de l'eau, je le ressens directement et je sais que c'est de l'eau. Voilà. On arrive à discerner aussi les différents phénomènes. C'est vraiment, on a un corps physique, mais on a aussi un corps subtil. Et c'est ce corps subtil qui capte en fait, hein, des informations et va avoir des ressentis différents. Chacun va l'exprimer différemment, hein, quand on travaille avec ça. Mais voilà, fondamentalement, c'est notre corps qui reçoit l'information, que ce soit à travers des outils ou directement avec notre corps subtil. Euh, et comment on remédie à ça? Alors on peut travailler, moi je travaille soit en géoponcture, c'est-à-dire soit avec des pierres levées, soit avec des fers à béton, des cuivres. C'est un peu comme de l'acupuncture très précise de la terre. On va enterrer ces pierres ou ces fers à béton, ces cuivres à certains endroits. On va utiliser en fait la polarité de la pierre, la polarité du matériau, du métal par exemple, pour renvoyer l'impact magnétique en fait de ces phénomènes. Alors si vous regardez bien, c'est un peu le principe des menhirs, donc des pierres levées qui sont anciennes. Alors, soit elles sont utilisées sur un point précis pour renvoyer quelque chose qui serait nocif ou pathogène, soit elles vont être au contraire sur des endroits qui sont positifs et vont diffuser cette énergie. Donc voilà, il y a différentes façons de l'utiliser. En tout cas, là, pour travailler sur tout ce qui est failles, etc., c'est une des façons de travailler. Bon, il y a d'autres façons mais moi, je trouve que c'est vrai que là, on est dans la matière et pour que les choses restent, moi, j'aime bien poser des choses. Voilà. En Vastu Shastra, quand on travaille sur ce type de phénomène, on pose des marbres, par exemple, petits carrés de marbre, voilà, qui font un peu le même type de travail. Alors, ça, c'est pour tout ce qui est la nature du sol, et c'est vrai que ça a un impact, hein. Ensuite, il y a tous les phénomènes telluriques. Donc, tellurique, ça veut dire la Terre, hein, donc c'est les énergies de la Terre. Euh, donc, peut-être vous avez entendu parler des réseaux Hartmann, des réseaux Curie. Bon, il y en a plein, en fait, hein. Il y a des différentes. Euh, Alors, attendez, je regarde juste, il y avait une question d'Angéline. Où peut-on trouver des informations sur les phénomènes génies? Je garde la question en tête, je finis, puis je te dirai après. Euh, donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc les réseaux telluriques, c'est un maillage, en fait, qui est présent partout sur Terre. Alors, en gros, chez Hartmann, par exemple, c'est 2 sur 2, environ 2 sur 2 et demi. Curie, ça va être 4 sur 4, qui vont avoir une couleur, une tonalité différente, une information différente. Qui sont pas négatifs en soi, puisque ça fait partie voilà, des énergies de la Terre qui sont présentes, qui fait qu'elle respire, qu'il y a plein de choses qui se passent, qui circulent aussi. Et par contre, ce qui va être négatif, enfin, disons qu'il y a certains croisements de ces réseaux. Donc on est d'accord, c'est des réseaux invisibles à l'œil nu. Mais par contre, qu'on peut ressentir. Si on fait un travail énergétique, on peut les ressentir, ces réseaux. On peut même les déplacer et on peut aussi les neutraliser. Voilà, voilà. Euh, donc, quand il y a certains croisements, par exemple des croisements Hartmann, Curie, il y en a certains qui sont particulièrement négatifs. Donc là aussi, on travaille en radiesthésie. Donc que ce soit avec les baguettes, avec les clairs ressentis, on peut les détecter. Et puis, une fois qu'on les a détectés, qu'on a trouvé certains points qui sont pathogènes, on peut aussi les neutraliser. Alors, neutraliser, alors, il y a des écoles de géobiologie qui vont dire simplement il faut décaler le lit. Bon, c'est une façon de faire. Mais parfois, c'est pas possible. Et alors, parce qu'encore une fois, là où on est particulièrement vulnérable, ça va être les endroits où on passe du temps. Donc au moment du sommeil, sur un lit, ça va être sur le canapé, le fauteuil sur lequel on travaille, enfin le bureau, etc. Ça, c'est les endroits qu'on regarde quand on fait des expertises en particulier. Et donc, voilà.
pour travailler avec ces réseaux-là, bon, pas là aussi, il y a plusieurs approches un peu énergétiques, hein. Poser un marbre, il y en a qui mettent, vont remettre d'autres choses. Euh, alors, c'est assez malléable, hein. C'est des réseaux énergétiques. Donc là, moi, je travaille un peu plus en énergétique sur ces réseaux-là. Voilà. Pour la plupart. Après, il y a ce qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques, des courants telluriques. Donc là, c'est d'autres types de phénomènes. Là, les cheminées, c'est comme des respirations entre la Terre et le ciel. Et là, on va travailler un peu autrement, parce que bon, voilà, c'est encore deux types de phénomènes. Les courants telluriques, là aussi, c'est comme des rivières énergétiques de la Terre. Il y en a qui sont plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Mais c'est un peu tous ces phénomènes qu'ont utilisé d'ailleurs les anciens bâtisseurs pour tout ce qui est enfin, l'architecture sacrée, hein, pour quand on va sur des chapelles, sur des cathédrales, etc. On voit comment en fait les anciens bâtisseurs ont utilisé ce savoir-faire, en fait, cette connaissance des réseaux pour pouvoir faire ces lieux sacrés. Et souvent, en amont des églises ou des chapelles, il y avait déjà comment dire, des lieux sacrés en fait païens ou voilà, animistes qui datent qui sont plus anciens. Et souvent, les églises sont mises à ces endroits-là. Après, même dans la façon de les construire, il y a des fois des réseaux qui sont déplacés, qui sont doublés. Voilà, il y a tout un travail qui est fait autour de ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la géobiologie sacrée. C'est encore tout un phénomène. Mais on le retrouve parfois quand on intervient chez les gens. Par exemple, la semaine dernière, là, dimanche dernier, j'étais à Aix-en-Provence et j'ai travaillé chez des gens qui avaient alors, ils avaient un ancien passage d'un canal qui a été abandonné et sur l'ancien passage d'eau, il y avait un courant tellurique justement, mais avec une très belle énergie. Avec une très belle énergie et en fait, c'est comme si cette énergie était un peu en dormance. Et alors, j'avais pas prévu de le faire avant, par exemple, mais sur place, ce qui m'est venu naturellement, c'était de poser une pierre justement à un certain endroit pour diffuser cette énergie qui était là et en faire profiter vraiment l'ensemble du terrain et les propriétaires. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire quand on travaille avec tous ces phénomènes. Voilà. Euh, voilà. Est-ce que ça va pour cette partie-là? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais revenir après sur ta question, Angéline. Et comment on peut trouver des informations sur ces phénomènes? Bon, il y a des livres hein, qui existent. Je pourrais essayer de donner des références. Euh, c'est- il y a bon, celui que moi qui me, une référence, mais qui est un peu complexe. Alors peut-être de premier abord, c'est peut-être pas le plus simple, mais tout le travail de Stéphane Cardino sur les phénomènes telluriques est pour moi très complet, par exemple. Je te donnerai les références si tu veux. Voilà. Alors, bon, c'est tout un univers. Là, j'aborde quelques points, mais je pourrais en parler pour chacun des points. Je pourrais en parler toute la soirée sans problème. Il y a pas de... Voilà. Donc là, on va continuer à avancer un peu. Et le phénomène suivant, c'est les phénomènes subtils. On est déjà dans le subtil quelque part hein, quand on travaille sur les phénomènes telluriques, géologiques, etc. Mais là, on va encore dans un autre type de plan, de dimension, on peut dire. Euh, donc, quand on parle de phénomènes subtils, donc, il va y avoir d'abord tout ce qui est de l'ordre des mémoires. Ah, ça, c'est une partie importante. En fait, la plupart du temps, quand on travaille sur une maison, il y a des mémoires. Alors, des mémoires des lieux, des mémoires des murs, des objets. Alors, c'est quoi la différence déjà entre les lieux et les murs? Des lieux, c'est vraiment des mémoires qui sont beaucoup plus anciennes, des mémoires qui sont liées à l'histoire du lieu, mais avant même qu'il y ait la maison, par exemple. Des anciens cimetières, des anciens... euh, Alors, à chaque fois, les morts, ça peut être positif ou négatif, hein, on est d'accord. Il y a des endroits qui sont avec des mémoires parce qu'il y a des choses très belles qui sont passées, c'est aussi des mémoires. Souvent, quand on appelle un géologue, ce n'est pas des mémoires positives, c'est plutôt des mémoires où il y a un peu de travail à faire. Mais en fait, les mémoires, c'est dans les deux sens. L'idée, c'est que ce qui se passe sur un lieu imprègne les lieux. En fait, on laisse des traces. Il y a comme des formes de résidus énergétiques sur les lieux. Donc ça, voilà, la mémoire des lieux, c'est des phénomènes plus anciens. Mémoire des murs, c'est plus des choses récentes qui se sont passées, je ne sais pas, des disputes, les anciens propriétaires, on va dire. Une personne qui était malade en dépression pendant plusieurs années et qui est restée dans sa chambre alitée pendant des années, bah, quand on arrive dans un lieu comme ça, on va le sentir tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce type d'expérience, mais vous rentrez dans une maison
et, euh, et tout de suite, vous vous sentez triste. Ou au contraire, vous vous sentez très agité, voilà, un peu d'agressivité ou des choses comme ça. Bah, en fait, encore une fois, surtout en fonction de notre sensibilité, mais plus on est sensible, plus on va le ressentir, mais on est perméable à ce type de résidus énergétiques, quoi, à ce type de mémoire. Donc, ça va avoir une influence sur nous. Et puis, évidemment, plus ces mémoires sont fortes, alors si on est sur des anciennes scènes de crime, j'en sais rien, hein, ça peut, voilà. Euh, Ça peut aussi, voilà, il y a vraiment on n'est pas bien tout de suite, on rentre dans la pièce, on n'est pas bien, quoi, on n'est pas dans la maison. Et souvent, c'est des endroits d'ailleurs qui ont du mal à se vendre. Je discutais avec un agent immobilier l'autre jour et il me disait oui, effectivement, il y a des endroits où on sait très bien que ça ne va pas se vendre parce que dès qu'on rentre dedans, on est obligé de dire quand il y a des scènes de crime, on est obligé de le dire aux clients, mais des fois, bon, c'est d'autres types de phénomènes et on le sent tout de suite, on sait que ça ne va pas se vendre parce que les gens, ils rentrent dedans, ils ne sont pas bien. Euh, voilà, les mémoires des murs, ça peut être ça, ça peut être voilà, la tristesse, mais de la joie aussi, des lieux qui vont être très joyeux, voilà, ça peut être dans les deux sens. Les objets, donc là, c'est un peu plus localisé, on va dire. Donc, on va le retrouver dans des meubles, hein, des meubles anciens qu'on a trouvés sur des puces. Alors, souvent, c'est des meubles des anciens propriétaires. Ça arrive très souvent aussi. Des maisons qui ont été rachetées en état. Voilà, on a tous les meubles qui étaient là avant. Et donc, il y a des mémoires qui sont attachées à ces objets. Les vêtements. Les vêtements, il faut savoir que pareil, on laisse des traces sur nos vêtements. Et souvent, les endroits où il y a des mémoires assez fortes, c'est dans les dressings. Dans les dressings, c'est des endroits assez chargés quand on va chez les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je recommande régulièrement de pas forcément avoir un dressing ouvert dans la chambre. Au moins, il y a quelque chose qui coupe, un rideau, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voilà. Parce que pour dormir, ça peut avoir aussi une influence. Donc, tout ce qui est brocante, tout ça, quand on récupère des objets, bah oui, on peut ramener certaines énergies chez nous. Et puis, il y a des objets qui sont vraiment chargés négativement. Ça, c'est encore autre chose. Mais volontairement, ça, c'est encore un autre type de phénomène. Euh, voilà, ça, c'est pour les mémoires. Alors, comment on travaille avec ça? Bah, là, j'allais dire, tous les géobiologues ne travaillent pas complètement avec ça. Voilà. Ça, des fois, alors, il y a des gens qui font que cette partie-là, d'autres qui ne travaillent pas du tout avec ce type de phénomène, les phénomènes subtils. Mais voilà, chacun va avoir une approche différente. C'est là où moi, dans mon approche, je travaille avec les pratiques que je connais, en fait, tout simplement, dans lesquelles j'ai confiance. Et voilà, quand je fais ces pratiques-là, je sais ce que je fais et je sais que j'ai confiance en elles. Voilà. Et donc pour moi, c'est des pratiques bouddhistes tibétaines. Il y a vraiment des pratiques très puissantes pour travailler là-dessus, sur nettoyer des lieux, etc. Donc ça, c'est valable pour les mémoires et puis on verra un peu tout ce qui est entité, tout ça. Euh, ouais, pendant qu'on parle de ça, donc les entités, voilà, c'est encore autre chose, hein. Des fois, on confond un peu les mémoires. C'est vraiment, c'est pas dire qu'il y a des personnes mortes, défuntes, etc. C'est simplement des résidus énergétiques. Les entités, c'est vraiment quand il y a des présences. Alors souvent, c'est des personnes défuntes qui sont attachées à un lieu et qui ne sont pas parties. Hein, en tout cas, dans ce que moi je rencontre, la plupart du temps, ça peut être ce genre de choses. Euh, Et la plupart du temps, c'est pas forcément, c'est plutôt, c'est des gens qui sont perdus en fait, hein. Il y a plutôt de la confusion, il y a de la tristesse, c'est pas des choses agressives, c'est pas des. Mais alors, pour ce type de phénomène, souvent, c'est les animaux, les enfants, qui sont plus sensibles à ce type de perception, qui vont le ressentir. Ça peut arriver pour les adultes aussi, hein, en fonction de sa sensibilité. Mais euh, voilà, souvent, c'est le comportement d'un animal, d'un chien, dans un endroit où il y a une personne défunte qui n'est pas partie, bah, voilà, il va être complètement anormal. Il va aboyer, il va pas être bien, il va pas vouloir rester dans cet endroit. Et pareil des enfants, souvent aussi. Voilà, donc bon, ça arrive assez régulièrement, on travaille là-dessus. Mais là, encore une fois, certains géobiologues font appel à d'autres personnes pour travailler sur cette partie-là. Ah oui, je voulais parler aussi des gardiens des lieux. Alors ça, c'est une partie aussi, moi, qui me parle beaucoup. En fait, quand j'interviens sur un lieu, alors les gardiens des lieux, c'est des énergies de la nature, les énergies des lieux, en fait, qui sont liées voilà, au, au lieu en général. Donc voilà. Et donc, pour moi, c'est toujours important
de me connecter à ça, de demander l'autorisation de travailler en fait sur un lieu. Parce que en fait, quand on pose une pierre, quand on fait un travail énergétique sur un lieu, bah, ça a un impact sur différents plans et on ne maîtrise pas forcément tout. Enfin voilà, faire attention à ce qu'on fait aussi parce que ça a un impact sur différents niveaux de réalité. Et, euh, et donc pour moi, c'est important de demander l'autorisation quand je travaille sur un lieu. Euh, alors là aussi, il y a bon, chacun un peu sa façon de se regarder à ça, mais c'est présent en fait si on regarde bien en Asie, par exemple, si vous allez en Thaïlande, ils ont des petits hôtels devant chaque entrée de maison, et c'est ce qu'ils appellent les déités locales. Et voilà, il y a plein de façons de s'y relier, mais à Bali, ou, voilà, il y a plein d'endroits où en fait c'est quelque chose qui fait partie de culture, qui est culturel en fait, voilà, qui est encore présent chez les gens. En Asie, mais on trouve ça aussi en Europe du Nord, dans les pays scandinaves. Bon, on trouve ça dans plein d'endroits. Euh, voilà, mais avec des formes différentes, des façons de s'y relier différentes. Dans le bouddhisme tibétain, il y a tout aussi une façon de travailler avec ça. Et parfois d'apaiser aussi certaines énergies qui ont été un peu négligées. Voilà, quand il y a certains terrassements qui ont été faits. Alors, pareil, voilà, je partage aussi là, ce que j'ai fait, par exemple, la semaine dernière, quand j'étais à Aix, donc il y avait ce très beau courant tellurique là, et une très belle énergie. Et en même temps, il y avait ces gardiens de ce courant, on va dire ça comme ça. Et il y avait quelque chose qui avait besoin d'être apaisé parce que c'était un lieu qui avait été abandonné, et au contraire même un peu abîmé. Et il y avait besoin de restaurer un équilibre à ce niveau-là. Voilà. Euh, bon, je ne sais pas si ça vous parle, vous prenez ce qui vous parle dans tout ça, hein, c'est chacun. J'impose rien, je partage simplement mon expérience à ce niveau-là. Quand je parle des phénomènes subtils, donc il y a bon, tout ce qui est magie noire, ça, ce que je disais un peu tout à l'heure, des fois c'est des objets qui sont chargés hein, d'intentions négatives. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, c'est le pouvoir de l'esprit hein, à chaque fois, c'est comment on charge les choses positivement, négativement. Et puis il y a donc dans les autres phénomènes subtils, donc là c'est un peu différent, c'est ce qu'on appelle les ondes de forme. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait les ondes de forme, c'est tout objet, voilà, donc les murs, les poutres, etc., émettent une vibration subtile, là aussi. Euh, donc ça peut être des symboles aussi, hein, des structures, une forme géométrique, etc. Ça génère une onde, un champ vibratoire. Et donc, quand on est par exemple sur un lit et que vous avez une poutre avec des angles très saillants, par exemple, je sais pas, avec des angles qui arrivent directement sur votre lit, bah, ça peut perturber notre corps subtil et donc perturber notre sommeil, etc. Alors, en Feng Shui, on appelle ça des flèches. Des flèches. Euh, donc voilà. Bon, donc là, on peut travailler de plein de façons différentes. Là aussi, on peut mettre alors, sur des angles, ça peut être des baguettes en bois, ça peut être chanfreiné si c'est des poutres en bois, par exemple. Chanfreiner, ça veut dire enlever la partie saillante de l'angle, qui adoucit en fait hein, l'atmosphère de la pièce. On travaille avec des cuivres en vastu, par exemple. On peut mettre un vase avec une plante, avec un vase arrondi, par exemple, devant un angle qui est qui me perturbe, par exemple. C'est une façon différente. Voilà, donc ça c'est pour la partie des phénomènes subtils. Moi, je vois qu'il est déjà 19h48, donc je vais avancer un peu. Là aussi, je pourrais pas passer du temps à en parler. Bon, juste pour donner quelques points, bon, j'ai déjà parlé un peu de mon approche, hein, mais il y a cette partie un peu plus rationnelle, on va dire, sur les pollutions artificielles. Et il y a vraiment cet aspect sensible, intuitif. Pour moi, quand j'aborde un lieu, je l'aborde toujours de façon nouvelle aussi, dans le sens où pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à se mettre à l'écoute en fait, du lieu. Euh, donc c'est là où il y a pour moi une approche un peu méditative, hein, parce que pour être disponible, faut vraiment qu'il y ait cette ouverture. Si on arrive avec un esprit qui est plein, on pense à plein de choses, etc., on va pas être disponible pour ressentir véritablement le point principal du déséquilibre, le point fort, au contraire, vraiment les choses importantes à travailler. Donc il y a vraiment cet esprit du débutant, ce que je dis, hein, quand il y a une citation zen qui dit esprit du zen, esprit du débutant. Dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Donc ça rejoint un peu ça. C'est une forme d'humilité et puis aussi
voilà, de se rendre disponible, de se rendre disponible, de ne pas arriver avec des préjugés, avec des choses déjà toutes faites. Si on applique des recettes toutes faites, ça marche jamais. Voilà. C'est toujours quelque chose de nouveau, de vivant, de ressenti. Euh, et donc, quand je travaille sur un lieu, vous avez compris, on travaille sur vraiment différents plans, différentes dimensions, à la fois physiques, là, quand on est sur l'électricité, ça peut être aussi la forme de la maison, des choses comme ça, émotionnelles, donc là, les mémoires, énergétiques, subtiles, spirituelles, tout ça. En fait, les maisons, pour moi, les lieux sont comme nous, en tant qu'être humain, on est des êtres physiques, on est des êtres mentaux, émotionnels, énergétiques, spirituels. Donc, ça, on va le retrouver aussi sur un lieu. Pour moi, quand j'approche un lieu, je l'approche voilà, avec ces différentes dimensions. Voilà. Euh, voilà, donc là, c'est la suite. On ne choisit jamais en fait un lieu de vie par hasard. Alors, c'est un peu bon, professionnel d'ailleurs, hein. Je travaille aussi avec des lieux professionnels. Euh, En fait, souvent, ce qui nous attire, c'est un peu comme une relation amoureuse. On est toujours attiré sur quelque chose qui va faire vibrer quelque chose en nous. Enfin, sur un lieu qui va faire vibrer quelque chose en nous. On est sur les mêmes fréquences, on va dire. Et des fois, ça va révéler aussi des fragilités, des choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Euh, voilà, c'est pas forcément toujours facile, mais chaque lieu a quelque chose à nous apporter quelque part. Et donc, quand on travaille sur un lieu, on travaille sur soi, en fait. On travaille vraiment sur notre. Alors, c'est plus ou moins évident, mais par exemple, en Vastu Shastra, c'est vraiment explicite. C'est-à-dire que harmoniser un lieu dans la tradition indienne, c'est travailler sur notre chemin de vie, c'est travailler sur faire en sorte que le lieu soutienne notre mission de vie, etc. Il y a vraiment quelque chose, un aspect très profond. Et, évidemment, voilà, la dynamique entre le lieu et l'habitant donc, est primordiale. Euh, alors, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un lieu pour une personne va correspondre et ne va pas correspondre pour une autre personne. Un lieu qui va être plutôt dynamique, par exemple, ça va correspondre à certains et puis pas à d'autres. Voilà, il y a vraiment... Et donc, pour moi, quand j'interviens sur un lieu, c'est pareil, c'est important d'être à l'écoute de la démarche de la personne, de, de voir qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de travailler sur son lieu et d'être ouais, d'être à l'écoute aussi de la personne. Et ça rejoint aussi donc, le dernier point là, sur mon approche, donc une éthique d'intervention. Alors, bon, d'abord, c'est comme un soin. On fait pas on ne travaille pas sur un lieu sans l'accord des personnes à qui ça appartient. Et puis, alors, bon, dans le cadre de, si on est locataire, il y a certaines choses qu'on peut faire. C'est vraiment, c'est mieux d'avoir l'accord du propriétaire aussi. Mais bon, ça m'arrive de travailler sur des locations, mais je vérifie que c'est juste, en fait. Alors, quand je dis c'est juste pour moi, d'abord, quand j'interviens chez quelqu'un, que je vais être capable de travailler avec ce que je vais trouver. Euh, et c'est juste pour la personne chez qui je vais travailler, le propriétaire, etc. Et puis c'est juste pour le lieu. C'est ces trois points pour moi que je vérifie et que il y a vraiment, je vais pas intervenir simplement pour intervenir si je sens que c'est pas juste. Voilà. Pour le lieu ou pour un département. En général, on est guidé quand même pour intervenir chez des gens où c'est juste, hein. Voilà. Mais pour moi, c'est important. Important. Voilà. Alors, ah oui, juste, alors, là, il me reste encore. Ça va, vous n'êtes pas trop, je vous ai pas perdu. Vous avez encore 10 minutes, un quart d'heure. Vous avez euh, dites-moi. Ok. Ok. Euh, alors, quelques points que je peux vous donner en plus, là. Alors, l'histoire des miroirs. Bon, ça, on le retrouve dans toutes les traditions en Vastu, en Feng Shui, même en géobiologie. Bon, on va appuyer sur différentes choses, mais on va le retrouver un peu partout. Euh, bon, déjà, une chose importante, c'est dans les chambres, en général, on essaie d'éviter. On essaye d'éviter parce que ça peut. Alors, quand c'est. On dit, en tout cas, on devrait éviter de pouvoir nous voir quand on est dans notre lit. C'est-à-dire qu'il ne soit pas en face de nous ou on ne devrait pas pouvoir se voir une fois qu'on est dans son lit. Pourquoi? Parce que, alors, au niveau déjà de tous les phénomènes qu'on a vus, en fait, un miroir, il renvoie. Donc, il va pouvoir multiplier, amplifier un phénomène pathogène. Voilà. Ensuite, au niveau subtil, parfois on peut dire aussi, on dit que les miroirs, c'est aussi des portes. Voilà, voilà, ça ouvre sur d'autres dimensions. Euh, et puis d'un point de vue aussi, alors la plus vaste tout sur la circulation de l'énergie dans une maison.
Alors, c'est pareil, on ne met pas un miroir en face de la porte d'entrée parce qu'en gros, ça veut dire que l'énergie qui va rentrer dans la maison, elle va tout de suite renvoyer et elle ne va pas pouvoir alimenter et circuler partout dans la maison. Et ça, c'est pareil en face d'une porte en général, la porte de la chambre, dans la salle de bain et tout, c'est différent, mais on évite en face d'une porte. En face d'un couloir, c'est pareil. Bon, parce que du coup, ça évite que l'énergie circule, enfin, le prana, hein, dans la tradition indienne, l'énergie vitale circule vraiment dans l'ensemble de la maison. On évite aussi des miroirs qui se font face, parce que là, ça fait un peu un courant infini, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça, vraiment, ça amène de l'agitation. Ça, dans les salons de coiffure, bon, ça, voilà, ça c'est personne. Voilà, d'une façon assez simple. Mais pareil, on évite des miroirs qui sont brisés, qui sont abîmés, hein, en termes d'énergie. Ça, c'est dans le feng shui aussi. On en parle beaucoup de voilà, comment ça peut impacter. Oh, je vous ai parlé tout à l'heure des câbles. Ça va pour les miroirs? Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions là-dessus. Vous les gardez pour après. Les câbles d'alimentation là, qui ont que deux broches. Alors ça, je sais pas. Bon, Angéline, toi, tu le savais parce que tu as fait la formation en ligne. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a un sens pour brancher ces câbles d'alimentation. Et, en fait, pourquoi? Parce vu qu'il n'y a pas. Alors, comment le dire simplement? Je vais reprendre la main comme ça. Voilà. En fait, si on branche pas bien, ça c'est branché dans le mauvais sens. Le courant, il va passer donc, par le fil et par la phase. Il va pas être coupé au niveau de l'interrupteur. Il va circuler dans l'ensemble de l'appareil et au moment où il va être coupé qu'à la fin. S'il est bien branché, la phase va être sur la phase. Et donc, au moment où le fil arrive, l'électricité arrive au niveau de l'interrupteur, ça va être coupé. Et donc, quand c'est éteint, il n'y a pas de tension au niveau de l'ensemble de l'appareil. Et comment on peut vérifier ça? De façon très simple, c'est avec un petit outil qui s'appelle un testeur de tension. Ça coûte 10 euros, on trouve ça dans tous les magasins de bricolage. C'est un stylo testeur de tension. Si vous regardez, en fait, en gros, le principe, c'est de vérifier s'il y a du courant qui passe ou pas. C'est fait pour se mettre dans les prises, hein, donc vous ne risquez rien quand vous le manipulez. Euh, vous le posez sur le fil après l'interrupteur ou sur l'appareil après l'interrupteur quand c'est éteint. Et s'il s'allume, ça veut dire qu'il y a un courant qui passe. Vous inversez la broche, enfin la prise, et du coup, vous refaites la même opération, vous mettez ce stylo après l'interrupteur, et si c'est bien branché, normalement, ça ne s'allume plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant après l'interrupteur. Bon, je ne sais pas si c'était très clair comme ça. C'est plus facile de le démontrer, de le montrer directement quand on est en présentiel, mais avec ce type d'appareil, ça vous permet ça. Et en fait, l'idée, c'est que si on le branche bien, bah, l'appareil électrique, donc la lampe par exemple, quand elle est éteinte, elle va plus émettre de champ électrique et de champ magnétique après l'interrupteur. Donc ça va vraiment diminuer la pollution électrique. C'est une petite technique. Voilà. Vous me dites si vous avez compris ou pas, parce que c'est un peu simple. Et puis, dernière chose que je voulais partager, oui, une petite astuce. Ouais, alors, si vous voulez faire un petit hôtel, un endroit pour méditer, un endroit pour faire du yoga ou une pratique spirituelle, peu importe, l'endroit le plus favorable du point de vue Vastu Shastra, c'est le nord-est de la maison. Voilà. C'est une pièce qui se retrouve à cet endroit-là. Si vous voulez faire une salle de yoga, de pratique, etc., c'est l'endroit le plus propice pour faire ce genre de choses. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre l'enregistrement. Et puis, comme ça, si vous voulez qu'on échange, on va pouvoir échanger un peu de façon plus simple. Ok.